Voilà, mes auditeurs, bonsoir, bienvenue sur LCNN. Vous nous écoutez sur Nabo News Radio, c'est depuis la métropole de Washington DC. Nous sommes en direct avec un invité, un frère à nous, je vous l'avais présenté, je vous l'avais annoncé. Il s'agit d'un frère de chez nous depuis le Canada, le frère Nguessan Isaac Nyeba, j'ai inversé, c'est Nyeba Nguessan Isaac depuis le Canada pour parler de la situation sociopolitique de notre pays. Voilà, donc si vous nous prenez maintenant, soyez la bienvenue. Nous sommes toujours heureux, comme je le dis, de vous avoir parmi nous, d'être toujours en notre compagnie. Nous avons un invité d'État, et je vous l'avais dit, on va parler de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. C'est un regard que nous allons faire sur cette situation sociopolitique avec Nyeba Nguessan Isaac, qui est avec nous. Bonjour, cher frère, comment allez-vous? Bonjour, monsieur Nabo, ça va très très bien. Merci beaucoup. Alors, nous allons parler de la Côte d'Ivoire. Beaucoup de choses se passent en ce moment. Disons, la situation sociopolitique est, disons, un peu, on dirait, tendue. Des positions sont prises par-ci et par-là. Et donc, nous voulons vraiment en parler. Et donc, pour cela, je vous ai avec moi et je voulais donc vous dire merci. Mais avant, nous allons dire à nos auditeurs qui vous êtes et pour que on leur permette de bien vous connaître, n'est-ce pas? Voilà, alors notre invité, comme je vous l'ai dit, s'appelle Monsieur Nyeba Nguessan Isaac. Il est ivoirien, il réside au Canada. Il est là-bas avec, disons, ses fonctions, c'est là-bas il travaille. Qui il est exactement? Monsieur Nyeba est analyste financier. Il est analyste financier, il a une maîtrise en allemand. Voilà, il a une maîtrise en allemand. Il est diplômé de l'Institut de Business et de Management en performance financière à Berlin, c'est disons en Allemagne, puis diplômé également en droit international public dans la même école, c'est-à-dire à l'Institut de Business et de Management. Et puis, M. Nyeba est également diplômé en gérontologie, c'est la science qui se spécialise dans le vieillissement et de ses pathologies spécifiques, physiques et psychologiques. Mais surtout, M. Nyeba est un diplômé de l'École française des attachés de presse et des professionnels de la communication. C'est un homme des médias, M. Nyeba. Il est un homme des réseaux. Et donc, c'est lui que nous recevons pour parler un peu de la situation sociopolitique de notre pays. Merci, cher frère, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, monsieur Nabo. Voilà. Alors, pour partir directement, nous allons, disons, donner un aperçu de ce qui se passe chez nous, en Côte d'Ivoire. Aura-t-elle lieu, n'aura-t-elle pas lieu? L'élection présidentielle du 31 octobre 2020 cristallise aujourd'hui l'actualité en Côte d'Ivoire. Le 14 septembre 2020, le Conseil constitutionnel a rendu un arrêt portant inscription sur la liste définitive des noms des candidats retenus à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Ainsi ont été jugées recevables et validées les déclarations de candidature de M. Alassane Ouattara pour le compte du RHDP, c'est le Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix, M. Aimé Henri Konabédié pour le compte du PDCI-RDA, c'est le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement des démocrates africains, je crois bien. Monsieur Pascal Affi Nguessan pour le compte du FPI, le Front populaire ivoirien, et Monsieur Kouadio Kona Bertin, indépendant.
le 20 septembre 2020, au nom de la plateforme des groupements et partis politiques de l'opposition ainsi que des associations de la société civile, le candidat Henri Konan Bédié a lancé un appel à la désobéissance civile pour exiger, entre autres, le retrait de la candidature de Alassane Ouattara, la dissolution de la CEI, la Commission électorale indépendante, la dissolution du Conseil constitutionnel, l'audit de la liste électorale et la mise en place d'une transition, etc., etc. Le candidat Nguessan s'est inscrit un peu plus tard dans cette même logique, bien que n'ayant pas été associé dès le départ. Quant au candidat Kouadio Konan Bertin, à qui l'opposition, on peut le dire, fait en ce moment des yeux doux, appelle à la paix et appelle également à négocier tout en réaffirmant le maintien de sa candidature à l'élection du 31 octobre 2020. Avant de faire notre lucarne sur les 4 candidatures retenues par le Conseil constitutionnel, je voudrais vous demander, Monsieur Igneba, quelle analyse, quel commentaire faites-vous de cette situation globalement présentée? Merci, M. Nabo. C'est une situation abracadabrante. Rien ne nous étonne sous les tropiques africaines. La situation se répète comme si nous étions en 1990, comme si nous étions en 1995, en 2000 et aujourd'hui en 2020. Parce que ce que les gens doivent savoir, c'est que en 1990, l'opposition qui allait contre Houphouët-Boigny, le président Houphouët-Boigny, paix à son âme, avait estimé que les conditions pour une élection transparente n'étaient pas réunies. Et cette opposition-là, qui avait pour leader des principaux leaders, Laurent Gbagbo, Laurent Gbagbo, Vaudier Francis, Bernard Zadi Zaourou, et Francis Vaudier, tout ce groupe-là avait demandé que le président Houphouët-Boigny soit boycotté et que personne ne se présente aux élections. Contre le gré de tous les amis, tous ses camarades de l'opposition, Gbagbo avait fait acte de candidature contre Houphouët-Boigny et il avait été crédité de 18% des voix. Donc, si on veut résumer, on dira simplement qu'il avait trahi ses amis et partant de là, le peuple l'a connu et ça a boosté sa carrière. Il avait compris quelques années après qu'il a fait une erreur et en 1995, il fallait que toute l'opposition se réunisse pour boycotter Bédié qui, entre-temps, avait succédé au président Houphouët-Boigny. Et Vaudier, Francis Vaudier, président du PIT, secrétaire général du PIT, qui avait demandé à Gbagbo de boycotter l'exécution 90, lui aussi, en 95, contre le gré de tout le monde, il est allé accompagner Bédié aux élections. Et la récompense, M. Francis Vaudier a été nommé ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique dans le gouvernement du président Bédié, en récompense. Donc, vous savez, c'est des choses qui reprennent, mais les enfants qui sont nés en 95 et 2000, ils pensent qu'il y a du nouveau sous le soleil de Dieu. En 2000, avec l'arrêt de la Cour suprême de 6 octobre 2000, nous avons vu toute la marmaille qui s'est organisée, Bédié qui a été écarté, Alassane Ouattara qui a été écarté, tout le monde avait été écarté. Il y a 5 candidats qui ont été retenus, et puis un processus électoral qui n'est pas allé à son terme lorsque Gueye a dit qu'il a été élu, Gbagbo Laurent aussi a revendiqué la victoire, et finalement la rue a chassé Gueye Robert. En 2010, c'est dans les palabres et les dissonances de voix et avec l'intervention de la communauté internationale qu'un président a été élu. En 2020, Bédié, qui a été retenu par le Conseil constitutionnel, en même temps que Afin N'Guessan, Kakabe Ouattara, Bédié se retire, Afin N'Guessan se retire, Kakabe qui estime que il a quelque chose à apporter à la nation ivoirienne, il fait acte de candidature et il est en liste avec le président Ouattara. Voilà. Donc, la situation, elle n'est pas inquiétante. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil de Dieu. Voilà, c'est ça.
Pour vous, c'est la répétition Oui, de la situation que... pour répéter ça, c'est la même chose, ça vient et chaque génération arrive avec un autre schéma. Donc nous sommes dans un schéma de 2020. Mhm. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors, on va dans cette situation. Donc, on a posé la question est-ce que l'élection aura lieu Est-ce qu'elle n'aura pas lieu? Ce que nous savons, c'est que le Conseil constitutionnel a rendu un arrêt où 4 candidats ont été retenus. On va essayer de voir pour nous quelles sont, sur la base des candidatures retenues, quelles sont les forces et les faiblesses qu'on pourrait relever. Alors, je vais vous demander de suivre cet élément que nous allons passer, cet élément vidéo que nous allons passer, et puis nous revenons sur le plateau pour en discuter. Ok. J'envisage d'accroître la richesse nationale dans tous les secteurs de production avec une majorité qualitative, des systèmes de production adossés à une fiscalité à base élargie. J'envisage d'assurer une meilleure répartition des fruits de la croissance par une affectation efficiente des ressources publiques vers les couches sociales les plus vulnérables à travers des projets et programmes pour les pauvres. Ce projet de société et ce programme de gouvernement sont la vision de mes objectifs et mes objectifs, contrairement au RHDP unifié, qui n'a ni vision ni objectif à long terme. Je voudrais, écoutez-moi bien, je voudrais dire à leur endroit la pensée de Confucius quand, je le cite, quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Notre intervention respective nous impose de nous prononcer sur la tenue de l'élection présidentielle d'octobre prochain, sans condition. Il nous revient, au regard de tout ce qui a été dit, d'agir pour protéger l'équilibre de la nation, préserver les droits des citoyens à l'accès à tous les postes électifs et que la régularité de la dévolution du pouvoir d'État soit assurée dans l'équité, la justice, la légalité et la paix. Car le 14 septembre 2020, le Conseil constitutionnel, avec la complicité de la Commission électorale dite indépendante, a évalué les dossiers de plusieurs candidats à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 sur la base de fallacieux arguments tels que rappelés par les différents intervenants et dans le même temps autoriser la candidature anticonstitutionnelle chère à la salle de la. Voilà ainsi résumé, mesdames et messieurs les présidents, les présidents des partis politiques et des organisations syndicales, ce à quoi doit répondre notre déclaration de ce jour. Face à la forfaiture, un seul mouvement irréversible, la désobéissance civile. Voilà, nous revenons sur notre plateau, amis auditeurs. Si vous nous prenez en marche, vous êtes sur
Nabonu Radio, LCNN. Vous nous suivez depuis la métropole de Washington DC. Nous avons M. Nyiba Nguessan Isaac avec nous dans le studio pour parler un peu de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Alors, quelle réaction à chaud, M. Nguessan, en regardant cet extrait du candidat Henri Konan Bédié, je dirais porte-parole du groupement des partis politiques d'opposition et de la société civile? Je voudrais simplement dire que le président Bédié a oublié la période dans laquelle nous sommes. Il a certainement l'impression, je ne veux pas lui faire des injures, il a l'impression que nous sommes en 1965 ou 1970, il est au milieu des gens de sa génération. Aujourd'hui, le président Bédié devrait savoir que la jeunesse, à 70% en Côte d'Ivoire, a un âge qui oscille entre 18 ans et 35 ans. Donc, on lui écrit des discours, on lui fait lire des discours, et il navigue à vue parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Et les jeunes, en réalité, ce qu'ils disent de Bédié, Bédié est dans un film, Bédié est dans un montage, Bédié est dans du faux. Et ce que je voudrais dire, la réaction à chaud, c'est que le président Bédié ne sait pas, qu'on ne lui dit pas, et que certains cadres du PDCI qui l'utilisent pour atteindre leur fin sordide, le président Bédié est entouré de prédateurs. Ce sont eux qui écrivent ces discours et qui en profitent pour avoir ce qu'ils veulent. Donc, le président Bédié ne maîtrise plus les réalités de la Côte d'Ivoire. Le président Bédié, l'âge qu'il a, il devrait être l'arbitre principal de tous les conflits, comme un grand médiateur dans la République, pour permettre aux gens de se retrouver en lui. Mais vous savez, j'ai compris avec le président Bédié que l'âge n'apporte pas forcément la sagesse. Et ceux qui sont autour de lui, ils se jouent de lui, ils font tout ce qu'ils veulent de lui. Vraiment, j'ai mal au cœur, mais à une autre question, je répondrai encore. Mais la réaction à chaud. Ouais. Et puis, ce que je voudrais dire, le président Bédié ne sait pas que le vrai PDCI, c'est un PDCI de paix et de rassemblement. Son image, le fait même de se mettre ensemble avec Soro Guillaume, qui a tué les femmes danseuses d'Adjanou, Soro Guillaume qui a malmené les jeunes malinqués à Odiéné, Soro Guillaume qui a tué les jeunes dans les conteneurs à Korogo, il a terni son image, M. Henri Konan Bédié. Le peu de crédit qui lui restait s'est effrité. Soro Guillaume qui a massacré les populations à Diokoué et dans toute la Côte d'Ivoire, c'est avec cet homme-là qui se pavane partout. Ben, peut-être que l'âge a eu raison de lui, peut-être que les méninges sont plus en place. C'est un papa, je ne vais pas aller plus loin, mais il est dans le faux. Ceux qui écrivent son discours, ils savent où ils vont avec lui. Merci. Voilà, alors après donc votre commentaire de cela, on pourrait peut-être aller, disons, dans le contenu du discours qu'il fait, pour essayer d'analyser un peu quelles sont les forces et les faiblesses, tout en prenant le discours comme, moi, je suis un financier, je suis un fiscaliste. Les gens utilisent des termes de mensonges pour tromper le peuple qui ne sait pas. Quand il parle de fiscalité à base élargie, ça veut dire quoi? Même les secteurs où on ne prélève pas l'impôt, il va aller prélever ça. C'est ça la base élargie en fiscalité. C'est un peu comme ce qui avait révolté les transporteurs, même si c'était une bonne chose, j'avais décrié ça à un moment donné. Ce qu'on a appelé, au niveau des impôts en Côte d'Ivoire, on a appelé, j'oublie un peu, où il fallait il fallait avoir une fiche imprimée de toute la facture normalisée. La facture normalisée, même vous achetez une aiguille, il fallait que ça soit fait par une facture normalisée pour que l'État engrange de l'argent et qui avait révolté tout le monde. C'est-à-dire que même quand vous allez dans une gare routière pour voyager, il faut qu'on vous remette un reçu de facture normalisée et cela avait pour conséquence de révolter les gens. Bédié dit qu'il va imposer des taxes supplémentaires aux Ivoiriens, mais ils ne comprennent pas, ils ne peuvent que le soutenir aveuglément. La fiscalité, il y a deux fiscalités. Il y a la fiscalité des portes, qu'on appelle les douanes, et la fiscalité interne, qu'on appelle les impôts. Donc, la fiscalité va devenir dure
en sorte que même la femme qui a son morceau de banane, qui vient le vendre à Abidjan, elle va payer une facture parce que pour lui, il faut que l'État ait l'argent au détriment de la population. C'est ce qu'il est en train de dire. Et en même temps, il blague les gens, il trompe les gens, il dit il va mener une politique pour favoriser les couches sociales les plus défavorisées. Mais ce n'est pas les favorisants qui leur ont trop d'impôts tue l'impôt. Donc, son mot fiscalité à base élargie, il faut lui dire, Nyeba lui dit qu'il est dans le mensonge. Voilà, alors donc ça, on pourra dire donc ce sont les commentaires que vous faites. Est-ce que on peut trouver quelques forces dans ce programme? Je sais que le président Bédié a parlé de réforme de la police et de la gendarmerie. Il a parlé également d'une coalition, disons d'un gouvernement qui prend tout le monde en compte, etc., etc. Est-ce qu'on pourrait pas avoir quand même quelques éléments qui sont fondamentaux? Oui, mais nous ne sommes pas dans une situation de chaos pour imposer un gouvernement de transition à la République de Côte d'Ivoire. Est-ce que le pays n'est pas gouverné? Est-ce qu'il y a un problème particulier? La preuve, Bédié a lancé un mot de désobéissance civile, personne n'a suivi. On va faire la transition qui est analysée, qui est vue, qui est acceptée par la communauté internationale, qui impose cela, qui disent ben, la situation est très tendue dans le pays. Si on n'associe pas toutes les forces vives du pays, voilà ce qui va arriver. Mais on n'en est pas là. Bédié, il oublie qu'il est observé par le monde entier. La Côte d'Ivoire ne se gouverne pas à Abidjan seulement. La Côte d'Ivoire se gouverne à partir de Washington, de Paris, parce qu'on a des partenaires internationaux, de Tel Aviv en Israël, de Londres, comme on appelle en Angleterre, de Berlin en Allemagne, et de beaucoup de pays qui sont nos partenaires multilatéraux et bilatéraux. Bédié n'en tient pas compte. Et ils indiquent les indices d'insécurité et les indices, tous ces indices-là, ils les prennent en compte. Mais on n'en est pas là. Bédié est confronté à un problème qui est interne à lui-même. Il aime bien placer ses neveux, ses oncles, tout ça. Il a pris des décisions, un coup de tête, il a quitté le RHDP. Donc, ces gens-là pèsent sur son budget. Donc, il faut que Bédié soit dans une situation de gouvernement de transition pour qu'il balance tous ses parents au gouvernement et tout ça parce que ça le coince. Sinon, pour le moment, la Côte d'Ivoire n'a pas un problème de transition. Voilà. En fait, je crois que devrait faire allusion au gouvernement d'union, je crois bien. Voilà, si on parlait d'un gouvernement d'union pour colmater les brèches, ben ça se discute, mais pas le gouvernement de transition. Nous n'avons pas un problème de gouvernement de transition que Bédié vraiment fout la merde, et il évite de foutre la merde dans le pays parce qu'on n'a pas besoin de ça. Bédié qui est tombé après un coup d'État que toute la Côte d'Ivoire applaudit, mais il devrait quand même s'agir pour comprendre les réactions des Ivoiriens chaque fois qu'il lance un mot d'ordre. Il a lancé une désobéissance civile. Même ceux qui ne travaillaient pas, ils se sont levés pour aller même chercher à taper des briques, comme on le dit en Côte d'Ivoire, pour dire que, comme Bédié l'a dit, moi-même qui dors dans le salon de mon oncle, aujourd'hui je vais chercher à travailler. Bédié devrait comprendre qu'il est désavoué par la population. Il y a un autre aspect de son projet, je dirais, de société qu'il faut relever également. Il a parlé du taux de réussite scolaire qu'il va améliorer puisque celui-là, elle est chaotique. Il envisage de le faire passer à 70%. Mais monsieur Nabo, cher confrère, le bac, depuis 1960, le bac le plus catastrophique a été organisé sous Bédié avec un taux de réussite en 1994 de 13%. Et tout le temps que Bédié est resté au pouvoir, où il était encore éclairé, il avait encore toutes ses facultés mentales, parce qu'il n'était pas encore trop vieux, parce que le pouvoir, l'exercice du pouvoir d'État, c'est des contraintes, c'est physique, mais c'est plus mental, c'est psychologique. Au moment où il avait toutes les facultés mentales, les bacs les plus catastrophiques en 94, en 95, en 96, 97, 98, il a couru tous les jeunes. C'est maintenant qu'il est proche, excusez-moi, de la tombe, que subitement il se réveille pour savoir qu'il va organiser un bac à 70%, ou bien il va faire tricher tous nos enfants et casser le système, parce qu'il y a une chose, quand il y a la moyenne au bac, autour de 45-50%, même jusqu'à 55%, ça va. Mais quand tu permets aux jeunes d'avoir le bac à 80, 70, 75%, il y a un problème. C'est-à-dire que tu veux tellement leur faire plaisir aux familles que tu brades le bac pour qu'ils ne soient pas compétitifs à l'échelle internationale. C'est ce qu'il veut nous dire. Voilà.
Amis auditeurs, vous nous suivez sur LCNN, c'est le canal Nabo News. Nous, c'est sur Nabo News Radio. C'est depuis la métropole de Washington. D'ici, notre invité, c'est Nyeba Nguessan Isaac, depuis le Canada. Nous sommes avec lui pour parler de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire, mais nous faisons aussi la revue des différents candidats qui ont été retenus par le Conseil constitutionnel le 14 septembre dernier. Nous allons passer, si vous voulez bien, Monsieur Nyeba, un extrait d'un discours, du discours d'un autre candidat. Celui-là, c'est Afi Nguessan. Et puis, nous revenons encore sur... Un plaisir. À cause de la dictature d'Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo et Charles Déboudier sont depuis 10 ans prisonniers et en Europe, condamnés par contumace. À cause de la dictature d'Alassane Ouattara, Soro Guillaume est contraint à l'exil, radié des listes électorales, condamné à 20 ans de prison. Ses principaux collaborateurs, dont les députés, jetés en prison. À cause de la dictature d'Alassane Ouattara, Soro Guillaume et Henri Konan Bédié, ses alliés d'hier, fondateurs avec lui du LHDP, sont aujourd'hui ses ennemis jurés. À cause de la dictature, Daniel Kabin Duncan, Montano, Marcel, Mabrik, Quaqueus ont abandonné Alassane Ouattara. À cause de la dictature, le RDR de Denis Kodena et Daniel Dabaté est mort. Ces cas ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes, dans un parti politique que l'opinion qualifie de restaurant. À cause de la dictature d'Alassane Ouattara, je souscris entièrement et totalement à la désobéissance civile prônée par le président Henri Konan Bédié et l'ensemble des forces politiques et sociales ivoiriennes. Au nom du FPI, je lance un appel à tous les militants, à toutes les militantes et sympathisants, à toutes les Ivoiriennes et à tous les Ivoiriens épris de paix, de liberté et de démocratie, de se tenir prêts pour traduire en actes concrets les mots d'ordre qui seront adressés dans les prochains jours. Alassane Ouattara nous invite à la mobilisation et nous contraint à la lutte pour libérer notre pays de la dictature. Ma candidature s'inscrit dans une dynamique de paix et de réconciliation. Je suis déterminé, je suis prêt à gagner, je suis prêt à gouverner. Je suis prêt à mettre fin au drame que vit la Côte d'Ivoire. Je suis prêt à imposer dans les urnes cette alternance dont la Côte d'Ivoire a besoin après 30 années de souffrance. Et pour cela, évidemment, il faut un processus électoral fiable et clair. Je ne serai pas le candidat d'un scrutin trompé, un candidat factice, l'accompagnateur d'un résultat prédéterminé qui me priverait de ma victoire et de l'immense espoir qu'elle constituera. Alassane Ouattara est désormais un homme seul, lâché par ses alliés internationaux d'hier, qui ont pris la mesure de l'imposture. Il est allé quêter à Paris un soutien qui lui a été refusé. Il est auprès de ses pairs africains un leader dévalorisé. Ici à Bignan, le haut représentant de l'Union européenne a proclamé dans un communiqué la nécessité d'assurer un scrutin crédible aux résultats acceptés par tous. Alassane Ouattara est en réalité retranché dans sa Côte d'Ivoire, avec un précaré de fidèles dont le seul souci est de pouvoir poursuivre l'œuvre de prédation à laquelle son régime se livre depuis 9 ans. Au fond de lui-même, il ne peut pas ignorer que cet entourage ne lui rend pas service, que ses conseillers de l'homme le conduisent droit dans le mur. Je crois en un ultime sursaut de lucidité, par la force de notre mobilisation collective. Celle-ci sera totale, sans état d'âme, à la mesure de l'enjeu qui nous rassemble, préserver la paix et défendre la démocratie. Voilà, alors, nous venons d'écouter le candidat Afi Nguessan, qui du reste souscrit à la désobéissance civile. Quel commentaire? Ben, quand vous voyez sur l'élément, Afi même ne croit pas au discours qu'il est en train de lire. Afi veut faire clin d'œil à ce qu'on appelle FPI Gore, parce que lui, son discours s'adresse au FPI affidé, c'est-à-dire les quelques personnes qui ne peuvent pas remplir même une cabine téléphonique. C'est à eux il s'adresse. C'est quand même méchant, ça. Enfin, je veux dire. Non, c'est pas méchant. C'est quelques personnes issues de chez lui à Bongouanou qui le suivent, qui le considèrent comme un gourou. Afi n'est pas un stratège politique.
Et j'ai compris que les piaillements à Abidjan ont fait que les gens pensaient que c'est des gens politiques et tout ça là. Mais Afi, ce qu'il ne sait pas, comme il n'est pas un homme de réseau, il ne peut pas comprendre la Côte d'Ivoire. Il ne peut pas comprendre la Côte d'Ivoire vue de l'extérieur. Dites-nous. Non, il y a des choses que je ne dirai pas parce que ça va l'amener à bouger. Les mêmes conseils que Afi et son groupe ont donné à Laurent Gbagbo, nous voyons où ils ont amené Laurent Gbagbo. Et c'est le schéma qu'il est en train de suivre. Vous savez, la démocratie, c'est la loi de la majorité, c'est vrai. Mais la majorité souvent n'a pas souvent la sagesse. Hein. Vous êtes 100 à prendre une décision et à 80 qui vont dans un sens. Souvent, les sages sont parmi les 20. Afi est en train de suivre la ligne des Gors qui maintient le président Gbagbo en prison depuis 2011. L'extrémisme, la non-observation réelle des réalités de la vie et de la géostratégie mondiale. Il ne le sait pas. Parce que quand on écoute ton discours, tu parles, tu veux faire plaisir aux Gors, donc tu ne fais plus la politique. Tu parles de dictature de Ouattara. Alors que tu sais que tu as quelques jours, quelques années, tu as demandé à Ouattara de libérer des gens qui sont sortis de prison. Tu sais que, en tant qu'ancien Premier ministre, tu as toutes les faveurs de l'État. Tu sais, et moi j'ai les preuves de tous ces bénéfices à partir des fonds de la présidence de la République. Et je ne voudrais pas dire, parce que s'il veut contredire, je vais dire le montant exact, le chiffre qu'on vient de lui donner il y a quelques mois. Mais Afi N'Guessan, quand on fait la politique, c'est la lucidité. Mais en réalité, voilà ce qui fait que Afi N'Guessan dit qu'il n'est pas candidat. Afi ne le fait pas pour faire plaisir. Il le fait pour se faire plaisir sur lui-même. Parce qu'il y a un texte à l'intérieur des statuts et règlements du Front populaire ivoirien qui disent que quand tu as été candidat du parti 2 fois et que tu n'as pas pu avoir la magistrature suprême, automatiquement, tu ne peux plus être candidat du parti. Et comme il a de gros morceaux comme les Lida Kwasi, des gros morceaux comme les Assouadou, les Oula Hubert, des grands constitutionnalistes qui ont tout fait pour lui arracher le parti et qui n'y arrivent pas, ils l'attendent. Gbagbo l'a compris tantôt en 90, Gbagbo allait en compétition avec le président Houphouët-Boigny. Quand il a échoué, en 95, il ne s'est pas présenté parce que les textes qui sont clairs, qui sont contrôlés par un comité de contrôle, s'il se présentait qu'il avait échoué 2 fois, c'était fini pour Gbagbo. Et comme à cette époque-là, il était un homme qui avait le flair, il a attendu le moment propice et puis il a arraché le pouvoir à Guy Robert. Donc, Afi N'Guessan s'est présenté en 1995, en 2015 s'il vous plaît, et il a échoué. S'il se présente en 2020, qu'il échoue, les Oula Hubert vont lui présenter le texte pour lui dire pendant longtemps, tu n'as pas voulu laisser le parti, mais voilà ce que le parti dit. Et je ne vois pas qu'un juge puisse se prêter complice d'Afi N'Guessan. Donc, c'est là qu'il a peur. Et puis, une campagne électorale. Afi n'a pas aujourd'hui de l'argent pour faire une campagne électorale. C'est ce qu'on ne dit pas. Afi, je voudrais qu'il soit un homme réfléchi. Quand tu dors dans le même lit avec une femme qui a pillé les caisses de l'État à travers la réserve de prudence, qu'on appelle FRC, la réserve de prudence des milliards, et que cette femme qui n'était pas là, ta femme, tu quittes ta femme pour aller l'épouser, pour utiliser ces milliards-là. En Afrique, moi, je sais pas, je comprends pas la politique africaine, mais c'est des gens qui devraient être mis de côté pour que il y ait un renouvellement de l'esprit et de l'intelligence ivoirienne. Donc, Afi n'a pas de leçon à donner et les Gors ne lui pardonneront pas cette haute trahison qu'il leur a infligée pendant des années. Ils pensent leur faire plaisir en mentant, en les trompant, mais les Gors, ils sont intelligents. Ils ne lui laisseront pas la partie facile, ils ne l'écoutent même pas. Tout à fait. Il y a, Afi a fait également, disons, à partir de, disons, à travers la plateforme qu'il préside, une déclaration et donc à retirer, disons, leurs membres au niveau de la commission électorale indépendante. Est-ce que vous pensez que Afi est véritablement engagé à ne pas aller aux élections ou bien ce serait pour... Oui, il est engagé à ne pas aller aux élections parce que, comme je l'ai dit, mais si tu ne vas aux élections, tes partisans, qu'est-ce qu'ils font dans la commission? Dans les commissions locales et la commission centrale. Il les a retirés.
Oui, il les a retirés. Non, Parce que c'est plutôt, il a plutôt suspendu, ils ont leur participation. C'est pas même aujourd'hui, si on arrangeait tout ce que vous savez, Afif ne participerait pas aux élections parce qu'il a compris ce texte-là. Il y a des spécialistes qui sont à lui qui ont mis le doigt dessus. Ils ont dit, mais Ouattara va te battre. Il a un bilan. Certainement que les Ivoiriens apprécient parce que vous savez, quand quelqu'un a le pouvoir, il a beaucoup plus de latitude de poser des actes que les autres ne posent pas forcément. Peut-être qu'ils ont l'intention, mais qu'ils ne posent pas. Donc, il va te battre. Et s'il te bat, les Oulais, ils peuvent revenir à la charge pour te dire qu'il faut quitter le pays. Et Gbagbo est à la porte. Il te guette, les Simone Gbagbo et tout ça. Donc, il se bat pour lui-même, il ne se bat pas pour les autres militants, sympathisants du Front populaire ivoirien. C'est pas ce qu'il pense. Il est dans le jeu. Il est dans la ruse. Mm-hmm. Voilà, je le disais lors d'un entretien avec un de mes invités, la politique de l'opposition ivoirienne, de mon point de vue, ou alors par rapport à l'observation que nous faisons, est beaucoup axée sur, disons, je pourrais dire la peinture en noir de M. Ouattara. C'est-à-dire, on le diabolise que pensez-vous de cette stratégie de l'opposition, de vouloir forcément peindre en noir M. Ouattara, c'est-à-dire tout est axé autour de Ouattara et non des politiques pour essayer d'apporter quelque chose de mieux à la... Oui, Monsieur Nabo, ce que vous dites est vrai et vraiment, j'ai vraiment mal au cœur. Il n'a aucun projet de société concret, il n'a aucun projet de gouvernement pour sauver la Côte d'Ivoire. Ils sont dans le dénigrement. Ils sont dans le dénigrement, il y a beaucoup de choses qui sont passées en Côte d'Ivoire. Et quand M. Ouattara a pris le pouvoir, il y a un mot qui est resté dans la tête des gens qui les avaient fâchés, ce qu'on appelait le rattrapage ethnique. Même si cela a été rattrapé un peu, les gens ne sont pas contents. Donc, ils misent sur la colère de la population sans rien proposer à la population pour atteindre leur fin sordide. C'est ça. Ce qu'ils n'ont pas pu faire, c'est Ouattara qui a dit à Bédié il y a 20 ans en arrière ou 30 ans, de mal organiser comme on appelle les concours, de créer l'ivoirité, de faire ça, et Afi est dans ces choses-là. Donc, Afi a été effrayé. Bédié a envoyé une femme chez lui, il lui a dit que voilà le texte qu'on m'a dit, tu ne peux pas gagner les élections devant Ouattara, et si tu le soutiens, le RPI ne te le pardonne. Si tu vas aux élections, le RPI ne te pardonnera pas. Et Soro Guillaume fait un coup d'État bientôt. Et tu auras un poste de président d'institution. Donc, on veut que tu sois avec nous parce que le coup d'État à Boisflé, le président sera assassiné à Boisflé. Voilà ce qui a fait fuir Afi. Sinon, il ne le fait pas pour faire plaisir. Moi, je suis un homme de réseau. Même quand ils font leur réunion à 10h, à 12h, je suis informé. Voilà. Donc, Afi est dans un jeu macabre. Il se moque des autres. Où sont les 700 millions que Ouattara lui a donné il n'y a pas encore quelques mois? Qu'est-ce qu'il en a fait? C'est pour construire quoi? Lui, il parle de prédation, mais il est le vrai prédateur. L'argent qu'on donne pour le compte du FPI, qu'est-ce qu'il en fait? Est-ce qu'il rend compte aux autres? Avec ce petit morceau de 1/10 du FPI qu'il a, il se croit président du Front populaire ivoirien. Il a galvaudé, il a détruit le parti du président Laurent Gbagbo. Et il pense ses endormis. Celui qui disait hier que les autres courent derrière le corbillard du papa qui est décédé. Gbagbo qui a encore envie, dit Gbagbo est dans un cercueil et les autres suivent. Il n'est pas un homme de conviction. Il ne sait rien de la politique étrangère. Sinon, il allait la fermer un peu. Bien, merci Monsieur Nieba. Voilà, nous allons continuer notre entretien. Cette fois-ci, nous allons écouter un autre candidat, le troisième. Nous allons voir l'extrait de la vidéo et puis nous revenons encore ici sur le plateau pour essayer d'en parler. On écoute ici un extrait de l'allocution de Monsieur Kwadwo Konan Bertin. Le débat a commencé à l'Assemblée sur cette constitution. J'ai été voir le président de mon parti, le président Henri Konan Bédié, ancien président de la République, qui est lui-même juriste. Et je lui ai posé la question, Monsieur le Président, je suis député. Nous allons débattre à l'Assemblée sur la question de la nouvelle constitution. Quelle est notre position? Le président Bédié m'a dit, ce dont la Côte d'Ivoire a besoin, ce n'est pas d'une nouvelle constitution. Des juristes peuvent l'interpréter et Ouattara pourrait l'interpréter en sa faveur.
Ce dont la Côte d'Ivoire a besoin, c'est d'une révision constitutionnelle, et il ajoute qu'il y a nuance. Parce qu'en effet, vous trouverez des juristes qui vous diront, dès lors que nous passons à une nouvelle constitution, nous passons à une nouvelle république qui met tous les compteurs à zéro, donc le président de la République peut être fondé à avoir 1 ou 2 autres mandats. Pour éviter tous ces débats-là, pour nous qui ne sommes pas juristes, je dis, ne donnons pas à la Côte d'Ivoire une constitution à interprétation. Il faut que ce soit clair. Nous ne voulons pas d'une nouvelle constitution, surtout que les Ivoiriens n'avaient rien à reprocher à l'ancienne constitution. Elle était claire et les Ivoiriens étaient fiers de leur constitution. Je leur ai dit, cette constitution que vous allez imposer aux Ivoiriens va entrer la guerre demain. Eh bien, nous en sommes là. Nous en sommes là. Puisque chacun l'interprète, eh bien, comme il le souhaite, dans son intérêt. Mais en réalité, quand vous regardez de très près, M. Bédié et M. Ouattara se sont taillés une constitution sur mesure contre sur le dos des Ivoiriens. Le temps est arrivé que les deux l'appliquent, mais il faut qu'ils l'appliquent. L'ancienne constitution a dit ou disait clairement que 75 ans révolus, on ne peut pas être candidat. Si on avait donc laissé l'ancienne constitution en l'état, aujourd'hui on ne parlerait plus de M. Ouattara puisqu'il avait plus que 75 ans. Mais parce qu'il fallait aussi qu'on fasse la place à M. Bédié en 2020. Mais ça a été fait. Voilà où peuvent nous conduire les manipulations des textes, parfois. Je suis bel et bien candidat et je vais battre tout adversaire que je trouverai en face de moi au soir du 31 octobre. La Côte d'Ivoire est fatiguée. Les jeunes de ce pays sont fatigués. Voilà, depuis bientôt 30 ans qu'Oufou est décédé. À quoi assiste-t-on? À quoi assiste-t-on, vous me permettez? Quand ce n'est pas M. Bédié, c'est M. Gbagbo. Quand ce n'est pas M. Gbagbo, c'est M. Ouattara. Déjà, en 1995, on a vécu ça avec Noël Némin. On a exclu Alassane Ouattara. Le Gbagbo est resté solidaire de M. Ouattara. On allait au boycott. Il y a eu Vaudier face à Bédié, Bédié a gagné. En 2000, Robert Gueye a exclu Henri Konan Bédié. Il a exclu Alassane Ouattara. Gbagbo n'était pas derrière. Il en a profité pour devenir président. Aujourd'hui, on assiste au même scénario. Ça suffit. Ma candidature, c'est la candidature de la paix. Elle offre aux jeunes cette opportunité-là, à ces jeunes-là, de s'émanciper et d'être au cœur du débat. Pourquoi voulez-vous qu'on débatte de l'avenir des jeunes sans les jeunes? Tout ce qui se fait pour vous, sans vous, est contre vous. L'appel au boycott, l'appel à la désobéissance, tout ça pourquoi? Pour conduire à des morts, moi je dis. Je ne veux plus participer à tout ce qui divise les Ivoiriens. Si on ne m'associe pas, je ne sais pas ce que c'est. Si on m'associe, on en discutera. Il n'y a pas d'élection, c'est ce que la Constitution a prévu pour le peuple de Côte d'Ivoire. Lui dit qu'il n'y aura pas d'élection le 31. Qu'est-ce qu'il propose? Qu'est-ce qui va se passer le 31? On va encore plier bagage pour fuir? En 2015, j'ai appelé à reconnaître la victoire du président Ouattara. J'espère qu'en 2020, lui aussi appellera à reconnaître ma victoire. Dans une élection, il ne peut pas avoir 2 vainqueurs. En 2010, il y a eu 2 vainqueurs, on sait ce que ça nous a coûté à la Côte d'Ivoire. Il nous faut un seul vainqueur. Je crois à mes chances et elles sont réelles. Voilà, Kwadwo Konan Bertin, il croit en ses chances. Quel commentaire? Kwadwo Konan Bertin, il est jeune et il mise sur la jeunesse parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, 75% de la population est jeune. Et puis les jeunes voudraient avoir un homme jeune comme eux à la tête de l'État pour comprendre leurs soucis, leurs préoccupations, pour avancer avec eux. Voilà, Kakabe est jeune, donc les jeunes croient en lui et il peut remporter cette élection. Voilà, il semble quelqu'un de révolté, disons, au niveau de la jeunesse, parce qu'en fait, il le dit, quand on ne fait pas votre bonheur, quand on fait pas votre bonheur avec vous, c'est contre vous on le fait. Et donc, il dit également, il a dit qu'il était le candidat de la paix. Alors, les chances, vous l'avez dit, il a ses chances. Est-ce qu'on peut dire que la désobéissance civile, il est carrément contre, ou alors c'est lui qui sera l'élément qui sera déterminant dans, disons, le fait que la désobéissance civile, le retrait des autres candidats ne pourra pas être ressenti par... Vous savez, Kakabe est le vrai héritier du président Houphouët-Boigny. Et Kakabe est lucide devant les situations de la vie. Il a parlé de 1990, il a parlé de la mort de Houphouët-Boigny. Il a dit, depuis 30 ans que Félix Houphouët-Boigny est mort, qu'est-ce qu'on a fait? Quand c'est pas Gbagbo, c'est Bédié. Quand c'est pas Bédié, c'est Alassane Ouattara. Tantôt, Alassane Ouattara est ami à Gbagbo. Tantôt, Alassane Ouattara est ami à Bédié. On voit Bédié ami à Gbagbo. Gbagbo ami à... Et puis, où allons-nous? Et maintenant, ils ont ajouté Soro Guillaume, qui a malmené nos parents, on l'a ajouté, et le bal continue. Kakabe est un homme révolté. Je vous apprends que
humblement, Kakabe et moi étions des jeunes qui, en 90, se sont levés. Nous étions des petits comme ça, des gosses, qui avons dit que nous allons pour soutenir le président Fobagny au moment où le multipartisme était une mode. Et que celui qui ne soutenait pas les partis d'opposition était mal vu. Nous avons, Kakabe et moi, nous sommes allés avec certains amis qui vivent aujourd'hui dans le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Nous avons dit, nous soutenons Fobagny parce que nous n'allons pas laisser le vieux subir l'humiliation des ingrats. Donc Kakabe est dans cette ligne. Il suit, il est adepte d'Houphouët-Boigny et il suit les enseignements du président Houphouët-Boigny. Ne t'associe jamais à ce qui peut détruire la valeur de la Côte d'Ivoire. Donc Kakabe, il parle, il a parlé. Il a dit, allons-nous encore assister au sein de 2010-2011? Lui, il n'est pas pour cela. S'il n'y a pas une élection au 31 octobre 2020, allons-nous courir encore dans les forêts? Allons-nous encore éclater les bombes partout? C'est pourquoi il est candidat et il croit à ses chances. Ben, c'est un jeune, les jeunes peuvent le voter et il peut remporter les élections. Certains observateurs de la scène politique ivoirienne, disons, l'assimilent à une candidature suscitée. Quelle réaction avez-vous par rapport à cette... C'est parce qu'ils ne connaissent pas Kakabe. Ils ne connaissent pas. Et puis c'est normal que les gens ne soient pas dans son intimité, les gens ne le connaissent pas. Ils ne se laissent pas plier. Vous avez vu comment il a toujours géré ses relations avec le président Bédié. Même depuis le temps où il était président de la jeunesse du PDCI-RDA, il ne se laisse pas plier facilement. Ils ne le connaissent pas. Si Kakabe sait qu'il a gagné les élections, il va contester les résultats de l'élection et il va le dire à tout le monde. Il ne va pas laisser Ouattara en paix. C'est pas un homme comme ça. C'est pas un tricheur. Voilà, c'est pas un tricheur. Et comme les doyens sont habitués à tricher, à faire les business, les arrangements entre eux, ils voudraient qu'ils soient comme ça, mais Kakabe n'est pas comme ça. S'il a gagné, il va revendiquer. S'il n'a pas gagné, il va féliciter Ouattara, il va dire à Ouattara que je sais ça la Côte d'Ivoire. Il faut avoir le fair play dans la tête et Kakabe est comme ça. Oui, voilà. On a appris que un démenti de sa porte-parole par rapport aux rumeurs qui disaient... Simon Ayeri a fait un communiqué, les porte-parole du candidat Kakabe, un communiqué dans lequel elle a dit comme le retard de Kakabe de la course à l'élection présidentielle, c'est du pipeau, c'est du faux. Et Kakabe, au moment où je parle aujourd'hui, il était à Tabo à la rencontre des populations. On est en pré-campagne, il est partout, il mobilise les troupes pour que les gens viennent au secours de la Côte d'Ivoire. Voilà. Alors, amis auditeurs, si vous nous suivez maintenant, ou si vous nous prenez en marche, vous êtes sur LCNN, c'est le canal Nabo News Radio depuis la métropole de Washington DC. Notre invité, c'est Nyeba Nguessan Isaac, depuis le Canada. Nous l'avons ici dans notre rubrique Une heure avec pour faire un peu, une analyse de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire et jeter un regard sur les différents candidats, les 4 qui ont été retenus par la commission électorale indépendante. Alors, Monsieur Nyeba, nous allons écouter maintenant le 4e candidat retenu. Celui-là, c'est Alassane Ouattara. Nous allons passer, disons, un extrait de cet élément et puis nous revenons sur le plateau. Le disposera dès ce mois d'octobre un centre d'enseignement technique d'un coût de 1,350 milliard de francs CFA. Qu'une région de Côte d'Ivoire n'a été omise dans la réalisation des infrastructures économiques. J'ai le grand plaisir de vous annoncer que les sous-préfectures de Bono et de Goïtafla seront érigés en département dès la semaine prochaine. 1698 jeunes de la région de la Maraoué ont déjà bénéficié de financement dans le cadre des programmes d'aide à l'insertion. Vous, les jeunes, vous représentez 75% de la population de la Côte d'Ivoire. Et c'est une honte que les jeunes ont été instrumentalisés et manipulés au lieu qu'on leur trouve des emplois. L'élection, ce n'est pas des palabres. L'élection, c'est une compétition. Et le peuple juge. C'est vous qui devez juger et qui devez choisir les dirigeants de notre beau pays. Je suis le garant de la Constitution. Même si je le voulais, je ne pourrais pas changer la date des élections.
Donc ce n'est pas des élections forcées. Cette constitution date de novembre 2016. Depuis 2016, les uns et les autres savent que nous avons des élections le 31 octobre 2020. Mais nous avons fait de bonnes élections en 2015. Il n'y a pas de raison que nous n'en faisions pas de même en 2020. Moi, je suis confiant qu'elles seront apaisées parce qu'elles sont transparentes, elles sont conformes à la Constitution, elles sont conformes aux institutions, elles sont conformes aux lois de la République. J'ai demandé au Premier ministre d'alors de faire un dialogue politique. Il a fait le dialogue politique. Et au moment de la signature des documents, certains se sont rétractés, alors qu'ils avaient donné leur accord, parce qu'ils avaient une stratégie. Mais ce qui est important, c'est de dire qu'on parle du parrainage. Je vois certains se plaignent du parrainage. Mais c'est à l'unanimité que les partis traditionnels, RHDP, PDCI et FPI et les autres, ont demandé le parrainage pour éviter la multiplication des candidatures. Ce travail a été fait de manière rigoureuse et je trouve c'est dommage que les gens mettent en question la crédibilité de nos institutions. Nous avons une constitution, je l'ai toujours avec moi. Nous avons des institutions et je demande que chacun respecte la constitution, les lois de la République et les institutions. Moi, j'ai été floué pendant des années ici, vous le savez tous, aussi bien pour l'élection présidentielle de 2000 que pour les législatives même de 2000. On a mis du blanco sur mes dossiers pour les éliminer. On a fait de la tricherie, du mensonge, mais tout ça, je laisse derrière moi. Une élection présidentielle, ce n'est pas un jeu d'enfant. Les autres veulent le pouvoir, pourquoi? Pour dilapider les fonds de la République à nouveau. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors moi, je suis fier de mon bilan et je continuerai. Alors, je mets en garde tous ceux qui veulent mettre le désordre. Si c'est ce qu'ils veulent, ils m'auront en face d'eux. Voilà, alors ça c'est la déclaration du président de la République, le candidat Alassane Ouattara. Quel commentaire faites-vous de cet extrait de mois qui vient de passer? D'abord, avant mon commentaire, je voudrais dire que je vais m'appuyer sur une appréciation de feu le professeur de lettres modernes, Zadi Zaourou. Il a dit jamais dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, il n'a vu un homme qui a un moral d'acier, qui est persévérant, qui est combattant, qui a une bravoure sans aucune pareille. Il parlait du président Alassane Ouattara. Alassane Ouattara a été appelé au chevet de la Côte d'Ivoire qui était mourante. Elle était dans le coma au 2e degré, parce qu'au 3e degré, on ne peut plus. Au 2e degré, les mêmes qui ont dilapidé ces fonds, qui sont encore là en train de crier, Gbagbo n'était pas dedans, il était en exil. Il est venu quand il a fini de sauver le pays et sauver Oufoué du déshonneur eux-mêmes qui lui avaient été infligé, tant en interne qu'à l'extérieur. Ces gens ont commencé à dire des choses qui ne sont pas bonnes, que moi je ne vais pas répéter ici. On lui a trouvé notre nationalité. Quand ils sont rassasiés, ils te trouvent notre nationalité. La preuve, il y a quelques émissions que moi j'organise. Il y en a qui disent, mais quand il fait passer les émissions togolaises, il doit être togolais. Tantôt, je les promène, on a le temps. Hein. Quand je mets des émissions ghanéennes, on dit, mais lui, il est ghanéen. Il y en a qui disent que je suis burkinabé parce que j'aime les émissions. Les chansons burkinabé. Les chansons burkinabé. Donc, oui. On sait tout ça là. Et l'histoire d'Alassane m'a permis de comprendre que l'Ivoirien juge très facilement les gens et l'Ivoirien, qui est mon peuple, on sait dénigrer. En 1995, le code électoral, tout ce qui a été taillé sur mesure, a écarté Alassane Ouattara du pouvoir. Lui l'a empêché de candidater à l'élection présidentielle de 1995. Ça a été la même chose en 2000. Sa candidature a été rejetée, mais pourtant, il n'a pas créé des idées, il l'a accepté. Un fair play, puis moi j'ai un discours ici où il appelait ses partisans au calme, à accepter la décision de la Cour suprême à cette époque-là. C'est ça la réalité. Donc aujourd'hui, le président Ouattara se retrouve à la tête de l'État et il voit qu'il y a des gens qui n'ont aucun bilan satisfaisant, qui n'ont pas un bilan concret.
et qui veulent encore revenir au pouvoir d'État pour transporter des mallettes d'argent, pour avoir de nombreuses copines, pour continuer à acheter les RAV4, mais nous n'en avons pas besoin. Nous n'en avons plus besoin. Vous savez, moi j'ai pensé pendant longtemps, parce que le pont Houphouët-Boigny et le pont Général de Gaulle ont été construits des années avant même l'indépendance, donc avant notre naissance. J'ai pensé qu'il était impossible de construire un pont sur la lagune en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a fait un 3e pont. Il est en train de faire un 4e pont entre Yopougon et le plateau. Et on apprend qu'il y a un autre pont qui sera certainement le 5e pont qui sera construit entre Azito et l'île de Boulé, quelque chose comme ça. Donc, il est en train de faire. Donc, dans son discours, je crois qu'il y a mêlé un peu de nervosité parce qu'il est à la manœuvre, il est en train de travailler et les autres, ils n'avancent rien, c'est pour perturber les gens, c'est pour appeler les enfants des gens dans les rues, pour occasionner des morts inutiles. Donc, vous savez, quand tu es en train de construire et qu'il y a des fainéants qui sont dans ce discours-là, tu ne peux que t'énerver. Donc, le président Ouattara, qui est à la manœuvre, est entré dans la colère parce qu'il n'est pas content du comportement de Bédié, qui l'a aidé tout le temps. Bédié, bon, je sais pas. Donc, voilà ce que je voulais dire à ce niveau. Oui. Alors, vous avez, Monsieur Nieba, parlé d'un moral d'acier du président Ouattara, mais aujourd'hui, ce que nous observons, c'est qu'il y a une coalition d'opposition, tous contre lui, qui demande d'ailleurs le retrait de sa candidature, qui pose comme condition le retrait de sa candidature de la liste des candidats. Est-ce que... Attendez. Quelle est la qualité de ceux qui demandent le retrait de sa candidature? Nyamien Kona était à la douane, il a pillé la douane. Au moment où le président Gbagbo voulait regarder dans l'assiette de la douane, il a fui. Il dit qu'il a démissionné. Lui-même, il a démissionné, il a fui, il allait dans un pays, là-bas, il est venu. Ils ont dit à Gbagbo, si tu l'arrêtes, on va dire que tu as arrêté quelqu'un de tel autre peuple. Quel est le bilan concret d'Afi N'Guessan à la tête de la primature quand il était là? Il ne sait rien, il pense qu'on est en train de gérer les affaires de la poste. Nous sommes dans un monde globalisé, tout économique et financier. Il ne savait rien de ce dossier-là. C'est ça qui est la vérité. Afi N'Guessan qui est marié à une femme qui a pillé l'État de Côte d'Ivoire et qui fait sa popote avec l'argent volé, qu'est-ce qu'Afi N'Guessan va nous apporter? Le président Bédié devrait avoir honte. C'est pourquoi les gens ne sortent pas pour faire la désobéissance civile. Le président Bédié, s'il est amnésique, on va lui rappeler que les complexes sucriers qui avaient été mis en place par le président Houphouët-Boigny pour permettre aux gens du Nord d'éviter l'exode du rural, de travailler, il a vidé tous ces fonds-là. Partout où il est passé, il a créé des scandales. Il est associé à Gikaoué dans le scandale des 18 milliards. Il pense que les Ivoiriens sont idiots, mais les Ivoiriens ne sont pas idiots. Donc, vous voyez, ces gens-là, ce sont eux qui sont dans l'alliance. Monsieur Anaki Kobina est passé par le ministère des Transports. On dit que même il appelait les transporteurs simples qui ont Baka, ce qu'on appelle les voitures, des choses là, pour leur demander même 100 000 francs. Ali, tu n'as pas 100 000 francs ce soir-là. Mais des hommes qui vivent comme ça, et des hommes qui, dans la tête, ne sont pas équilibrés. Mais nous ne voulons pas ça. Nous voulons être un grand pays. Un pays de valeur, un pays respecté. Et ce qu'on a connu par les années passées, nous ne voulons plus ça. Alassane Ouattara a fait un positionnement international de la Côte d'Ivoire. Quand on a vu Angela Merkel, le président français, le président américain n'était pas là, mais des émissaires de la Maison Blanche et du département d'État étaient en Côte d'Ivoire. C'est pour la même Houphouët même n'a pas réussi, c'est là. Houphouët n'a pas reçu le premier ministre britannique et y était. Tous les présidents africains y étaient. C'est un homme qui connaît les réseaux internationaux. Quand tu ne les connais pas, il ne faut pas fatiguer la Côte d'Ivoire parce que tu risques de venir encore nous mettre dans une crise profonde où tu ne sais pas sur quel levier. Parce que quand on dirige un petit pays, ce n'est pas à moi de donner les leçons à ces gens-là parce qu'ils ne m'utilisent pas comme consultant et ils ne me payent pas. Mais il y a une manière de faire. Il y a un secret dans ça. D'après les jeunes, un jeune du lac qui disait ça va rester dans l'histoire. Donc il y a quelque chose qu'on fait qui reste dans l'histoire. Ils ne le savent pas.
Ils pensent qu'on reste à Abidjan, on fait meeting à la place Rigayo, on fait meeting. Mais quelle est l'influence de ce meeting sur, comment on appelle, les décisions qu'on prend ici à Ottawa? Quelle est l'influence du meeting sur les décisions qu'on prend à la Maison-Blanche? Quelle est l'influence de ce meeting sur les décisions qu'on prend à l'Élysée? Quelle est l'influence de ce misérable meeting où on se réunit, quand on a fini de faire chose, on va en boire son coup-tout-coup, et puis, oui, l'Alliance des forces démocratiques s'est retrouvée. Donc, ils ne savent pas que les générations ont changé, la Côte d'Ivoire a changé, les mentalités ont changé, les jeunes ne sont plus ce qu'ils étaient il y a 30 ans. Voilà. C'est pourquoi les affaires de désobéissance civile, tout ça ne marche pas. Mais bon, l'opposition joue son rôle. S'il n'y a pas d'opposition, nous allons aller vers un parti unique, et là, c'est grave. Le potentat risque de se transformer en dictateur hitlérien. Donc, moi, je souhaite qu'il y ait toujours le multipartisme, mais qu'il laisse un peu de temps au Prado de continuer, parce que nous, on veut le concret. Il y a quelques années en arrière, moi, je ne croyais pas à Alassane Ouattara. Mais aujourd'hui, par les actes qu'il a posés, on ne peut pas cacher le soleil avec les doigts de la main. Les actes qu'il pose, ce sont des actes concrets, des barrages hydroélectriques qui permettent l'électrification des villages. Alassane Ouattara a électrifié plus de villages en 9 ans que cela n'a été fait en 51 ans. C'est ça qui est vrai. La construction des écoles, il nous rappelle le président Faux-Boigny, les routes, c'est ça. Donc, que cette opposition flafla, comme on le dit chez nous, là, nous laisse en paix parce que nous, on va vers le développement. Très bien. Alors, oui, d'accord. Alors, est-ce que vous pensez que cette élection du 31 octobre aura bel et bien lieu? Nous avons... Oui, cette élection, je crois qu'elle aura lieu parce que ils font aujourd'hui, comme il y a les réseaux sociaux, les gens peuvent se permettre de dire tout ce qu'ils veulent. Il y a 2 jours, ils ont dit que KKB n'est pas candidat. Sa partenaire, son porte-parole, Mme Ayeri, que je salue, a fait une mise au point pour dire que KKB est bel et bien candidat. Aujourd'hui, j'ai vu quelque part écrit que c'est KKB qui a inventé le coronavirus. Que n'allons pas nous entendre en Côte d'Ivoire? L'Union européenne, les partenaires internationaux comme l'Union européenne, par exemple, se sont engagés à accompagner la Côte d'Ivoire dans le processus électoral. Voilà, donc suspension de l'AFD et de la LMP à la Commission électorale indépendante n'a aucun impact sur le processus. Et même Sidi Tiemoko, le porte-parole du gouvernement ivoirien, l'a dit aujourd'hui. On peut en parler pendant des heures. Comment je parle, je ne me fatigue pas. Donc, il faut dans le rêve, l'opposition joue son rôle, mais l'opposition joue maladroitement son rôle parce qu'il n'ouvre pas les yeux pour voir le concret. Vous êtes venus, vous avez pillé les pays. Il y a quelqu'un qui disait en pays Atié et en pays Kourobou, partout je vais, on me demande des goudrons. Ils ne savent pas que le goudron est cher. Mais cette route-là, c'est elle qui vient d'être faite et les gens passent dessus 35 km. Le goudron est cher. Mais où a-t-on creusé l'argent pour faire cette route-là alors? Très bien. Il y a quelqu'un qui disait aussi, je déteste son nom, barrage de bio. Ça, c'est une affaire dans 30 ans. Mais le barrage de bio est fonctionnel en ce moment. Je crois que l'opposition, c'est la honte, ces inconscients-là, c'est la honte qui les prend et ils ne savent pas masquer cela, la honte et la jalousie. Ce que nous n'avons pas réussi à faire, c'est ce que Alassane Ouattara est en train de faire. Donc, il faut lui mettre les bâtons dans les roues. Mais c'est ça aussi la sorcellerie en Afrique. La matière première exportable de l'Afrique, c'est la sorcellerie et la jalousie. Voilà, amis auditeurs, vous nous suivez sur LCNN, c'est le canal Nabo News. Vous écoutez Nabo News Radio, c'est depuis la métropole de Washington DC. 1 heure avec, c'est notre rubrique du jour, avec pour invité Nyeba Nguessan Isaac, un frère à nous qui, depuis le Canada, a accepté de se prêter à notre exercice pour essayer de jeter un regard sur la situation sociopolitique de notre pays. Nous en parlons. Nous avons fait la revue des 4 candidats retenus par le Conseil constitutionnel pour compétir le 31 octobre 2020. Nous avons posé la question, est-ce qu'elle aura lieu, est-ce qu'elle n'aura pas lieu? Notre invité nous a rassuré qu'elle aura lieu. D'ailleurs, nous avons écouté le président de la commission électorale qui était devant les députés pour donner
disons, l'assurance que les documents sont en train d'être imprimés. Qu'est-ce que, avant de terminer notre émission, Monsieur Nyeba, qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce qu'on peut envisager? À quoi peut-on s'en tenir si cette élection a lieu malgré, disons, les contestations de l'opposition qui est organisée en groupement avec à sa tête le candidat Henri Konan Bédié qui, somme toute, n'a pas l'intention d'aller à ces élections. Qu'est-ce qui va se passer après? Mais le président Bédié s'est mis dans une situation où Soro Guillaume le tient, Soro Guillaume le menace parce qu'il y a beaucoup de choses entre eux. Et le président Bédié n'est pas cohérent de ce qu'il fait. Kakabe a expliqué, je ne vais pas revenir là-dessus, le processus qui a permis la mise en place de la nouvelle constitution. Ils lui ont dit non, si on le fait, voilà ce qui va arriver. Il a dit non. Parce qu'il y avait un deal entre lui et M. Ouattara. Le président Bédié avait un deal avec M. Ouattara. On déplace la limitation de l'âge, qui était de 75 ans révolu. On ne peut plus être candidat. Donc on a dit, on enlève le verrou de l'âge pour que Bédié soit candidat. Et Bédié, qui a cru certainement à Ouattara, parce que je n'étais pas là quand il discutait, Ouattara lui a certainement dit, après 2 mandats, je vais te redonner le pouvoir. C'est pourquoi il disait, on le comprend maintenant, ce deuxième fois vaut à lui seul un 2e mandat. 2 mandats. Vous voyez? La malhonnêteté des hommes. Donc moi je crois que il faut que le président Bédié laisse les Ivoiriens en paix, parce qu'on a besoin de paix. Afin Guessan n'est pas bien placé. Après avoir trahi les Gors sur plusieurs années, ils pensent qu'il faut les endormir. Mais les Gors sont très intelligents. Ils savent que Afin Guessan fait trop de tort aux gens. Il a utilisé certains réseaux pour emprisonner beaucoup de personnes parmi eux. Je suis bien placé pour le dire. Le ministre Oula Hubert a été emprisonné par les soins de Afin Guessan. Et un ami qui est aux États-Unis, nous savons comment nous avons introduit le dossier express au niveau d'une certaine structure qui gère les affaires étrangères américaines, et la pression a été faite. Oula est sorti de prison. Oula, excusez-moi, Afin Guessan se reproche beaucoup de choses qui nous laissent en paix. Dans une élection, si tu ne veux pas être candidat à cet endroit, c'est ton droit. On ne peut pas te presser à être candidat. Prenez le cas du Togo. Ceux qui ne savent pas, ils ne comprennent pas comment le monde tourne. Agbéyome Kodjo, quel tapage n'a-t-il pas fait? Le président Faure Gnassingbé, que je salue au passage, est-il président ou pas? Le monde, il est plus vieux que nos petits pays africains. Quel tapage je n'ai pas vu? Certaines structures internationales ont pris position, mais elles savent ce qu'elles ont dit à Faure. Et Faure est président. Donc nous attendons le 31 octobre, nous attendons les résultats, que le meilleur gagne. Il y a 2 candidats. Kakabe a son projet de société, il a son programme de gouvernement. S'il fait plaisir aux Ivoiriens, les Ivoiriens le votent. Si c'est le Prado qui a un bilan élogieux, les Ivoiriens le votent. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Donc, la cacophonie des chimpanzés de Brousse, nous n'avons rien à cirer avec. Voilà, une opposition qui fait une désobéissance civile. Aucune personne n'obéit à la désobéissance civile. Si c'est moi, je prends la gamaline et je me tue. Ouais, c'est là, il n'y a pas de honte plus que ça. Merci beaucoup. Merci à toi, à vous. Je pourrais dire, Monsieur Nyeba Nguessan Isaac. Notre émission s'achève. Avant de partir, je voulais vous donner en 1 minute votre mot de fin. Je sais que vous avez beaucoup. Vous êtes un homme des réseaux, vous êtes un homme des médias, vous avez beaucoup de choses à dire. Je vous donne 1 minute pour votre mot de fin. Non, je ne dirai pas beaucoup de choses parce qu'il ne faudrait pas que certaines paroles de réseau me sortent de la bouche. Mais ce que je voudrais dire, comme l'a dit Kakabe, il faut que la Côte d'Ivoire renoue définitivement la paix. Ce n'est pas parce que Nyeba Nguessan n'est pas candidat qu'il faut détruire la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une affaire comme mon parent n'est pas candidat, on mange la même sauce régionale, on est dans la même religion, on vient de la même région, on est de la même ethnie, il est mon oncle. Il faut qu'il soit forcément candidat. Un État, c'est des lois. Et il faut s'en tenir aux lois. Ce que les lois disent, c'est ce qu'il faut respecter. Et c'est ces lois-là qui font de nous une république. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait la paix. Il faut qu'il y ait la bénédiction. Il faut que le pays se développe. Il faut que l'Afrique se développe parce que nous sommes un peuple qui est très en retard. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Merci. Bonne élection. Que le meilleur gagne. Merci beaucoup à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre
disons, votre promptitude. Vous avez un programme très chargé, mais malgré ça, vous avez accepté de venir sur notre plateau pour échanger un peu en tant que compatriote. Je crois que c'est important. Je voudrais ici, au nom du canal Nabou News, vous dire merci et vous dire que certainement que ce n'est pas la dernière fois. On aura encore une fois, peut-être d'autres fois. Je suis là. Quand il y a possibilité de discuter, il faut qu'on parle de notre pays d'origine. Tout à fait. Amis auditeurs, merci vous qui nous avez suivis. Comme je vous le dis toujours, j'étais très heureux de vous savoir en notre compagnie. Nous avions ici avec nous Monsieur Nyeba Nguessan Isaac qui a bien voulu se prêter à notre exercice. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée chez vous et disons, restez connectés. Notre programme continue. Nous nous donnons rendez-vous pour un autre numéro certainement la semaine prochaine. Bonsoir chez vous.